M. Billon, il est dans ce projet avec nous ou il n'y est pas? Mais si, mais il veut lui porter les couleurs de son parti. Non, je pose la question. Est-ce qu'il est dans ce projet avec nous? Répondre. Non, mais tout ce que je sais, c'est qu'il veut porter les couleurs de son parti. Non, je suis d'accord avec vous. Oui. S'il est dans ce projet avec nous, en ce moment-là, il reste à l'intérieur de son parti. La démocratie s'exprime à l'intérieur du parti et il n'y a personne à l'intérieur du PDCI qui va l'empêcher. Monsieur le député, c'est pas la dictature. Si vous parlez de démocratie, donc on a le droit d'avoir des opinions divergentes. Mais pas à l'extérieur. Pas à l'extérieur, il s'exprime dans les médias. Pas sur les droits. Non, on n'a pas le droit. On a le droit, on a la liberté, mais on n'a pas la liberté de tout. On n'a pas la liberté d'aller vilipender son propre parti à l'extérieur. On n'a pas le droit de dire des mots désobligeants. C'est pas la première fois que ça arrive. Non, il y a d'autres familles politiques aussi. Il y a eu des... Oui, mais ce n'est pas la première fois. Mais tout le monde n'est pas M. Billon quand même. D'accord? Donc, tout le monde n'est pas M. Billon. Bonsoir à tous. Nous recevons ce soir le député Simon Ndao, président du groupe des parlementaires PDC-RDA à l'Assemblée nationale. Bonsoir. Bonsoir. Heureux de vous retrouver. On parlera de l'actualité politique en Côte d'Ivoire à quelques mois de l'élection présidentielle, mais d'abord des questions d'actualité régionale avec hier le départ du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la CEDEAO. Comment vous avez vécu? Comment qualifierez-vous, pour faire plus simple, ce 29 janvier dans l'histoire communautaire ouest-africaine? Bon, la qualification, c'est une tristesse très profonde. Souvenez-vous que la CEDEAO a été créée sous l'impulsion du président Félix Houphouët-Boigny, donc un héritier, en tout cas, à titre individuel et aussi en tant que parti politique de Félix Houphouët-Boigny, ne peut pas être triste de voir que nos frères ont décidé de prendre un autre chemin. Mais nous avons une grande conviction. C'est une étape, mais la fraternité, le retour à la fraternité entre nos peuples, d'abord la fraternité, elle ne changera pas, elle n'a pas changé, mais le retour à l'ensemble économique que nous avons bâti ensemble, il se fera si nos dirigeants sont capables de s'asseoir à nouveau pour le reconstruire. Nous y croyons fermement. Très bien. Le président Ouattara a annoncé lors de ses vœux à la nation le retrait coordonné et organisé des forces françaises présentes en Côte d'Ivoire. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Écoutez, elle s'apprécie de manière diverse et variée. Vous voyez, le président Macron a été très clair. Il faut le dire les choses telles qu'elles sont. Il y a une volonté stratégique de la France de redéployer ses forces. Et elle soumet donc aux pays africains son plan, sachant qu'il y en a d'autres qui, eux, veulent, d'autres pays qui veulent sortir, en tout cas, de cette relation. Mais ce n'était pas le cas de la Côte d'Ivoire. Il faut dire sincèrement les choses. Donc la France, elle décide de redéployer ses forces. Nous prenons cas de cette situation, acte de cette situation, et nous faisons en sorte de pouvoir rentrer dans une dynamique nouvelle avec la France, dans une nouvelle relation qui est en train de se construire. Donc il n'y a pas de tambour particulier à battre, c'est la France qui fait son choix. Nous apprécions aussi cette opportunité qui nous a offerte pour pouvoir faire en sorte que nous puissions définir de nouvelles relations sur le plan. Monsieur le député, on parlait de réduction drastique. C'était la mission de Jean-Marie Bockel dans le cadre de la réorganisation du dispositif militaire français que vous évoquez tout à l'heure. Mais là, le président Ouattara a pris une mesure assez radicale, c'est de fermer, rétrocéder la base de Port-Boué. Alors, je vous l'ai dit, mais vous ne l'avez peut-être pas compris, ce n'est pas M. Ouattara qui prend la décision. C'est une décision de la France. Dans notre cas. C'est lui qui l'a annoncé. Dans notre cas, c'est une décision de la France. Mais après, si vous voulez, le président de la République, il assume ce qu'il dit. Mais nous savons que cela rentre dans le cas d'un plan stratégique de redéploiement des forces françaises en Afrique. C'est une décision stratégique de la France. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas notre choix. Mais
nous prenons acte de ce choix de la France en disant que peut-être c'est une opportunité pour nous, oui c'est une opportunité, de pouvoir redéfinir ce dispositif et peut-être lui donner un nouveau contenu, qui est un contenu d'accompagnement, d'encadrement, de préparation de nos forces militaires, parce qu'effectivement, oui, nous avons besoin de cet accompagnement, et si on fait le choix de ce nouveau dispositif, c'est une bonne chose, mais bon, je ne suis pas de ceux qui s'approprient une décision qui a été prise par d'autres personnes. Je veux clarifier les choses. Vous faites référence à la déclaration du président Macron qui disait qu'il a laissé la primauté aux chefs d'État africains d'annoncer le départ des forces françaises dans les différents pays. C'est un peu à ça que vous faites référence quand vous dites que c'est une décision de la France. Non, mais je crois que M. Macron a été très clair. C'est une décision de la France. Devant l'évolution de l'environnement stratégique en Afrique, la France, et puis en plus, devant le fait que d'autres pays africains ne veulent pas, ou en tout cas veulent imposer le retrait des forces militaires françaises, la France a pris une décision qui est la sienne, en toute liberté, de dire oui, je redéploie. La Côte d'Ivoire, dans son cas, dit aussi oui, vous déployez, mais nous définissons un nouveau contenu. Mais je crois que les choses sont relativement claires. Très bien. Le président du PDCR, le président Tidiane Thiam, est souvent présenté comme le candidat de la France, le candidat de l'Occident. Comment vous appréciez ces différents propos-là? Non, je crois que ceux qui le disent ne connaissent pas très bien M. Thiam. Dites-nous tout. Alors, je vous dis une chose. Ouais. Nous, en tout cas autour du président Thiam, le président Thiam est descendant par le sang et par la pensée de Félix Houphouët-Boigny. Qui était très proche de la France aussi. Oui. Notre point de vue, il est simple. La relation avec la France est une relation d'amis. Et amis au sens le plus profond du terme. Au sens même militaire du terme. La France est un ami, nous appartenons au même bloc. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un choix. Mais la nouvelle relation que nous voulons bâtir, c'est une relation responsable entre deux pays qui ont leur propre choix et leur propre décision. Nous ne sommes pas dans la voie du paternalisme. Nous sommes dans la voie d'une relation gagnant-gagnant entre deux peuples responsables, mais deux peuples qui sont des peuples frères. Et je crois que c'est ça notre position. Donc je profite de l'occasion. Allez-y. Oui. Donc, écoutez, des gens ne peuvent pas taxer M. Thiam d'être partisan de la France. Oui, stratégiquement, la France est notre ami. Il ne faut pas tourner autour du pot, c'est une vérité. Mais nous avons d'autres amis par ailleurs. Nous avons d'autres amis. Mais nous disons que la nouvelle relation, le nouveau paradigme, c'est une relation responsable, de pays à pays, d'amis à amis, dans une relation gagnant-gagnant, dans laquelle nous progressons tous ensemble et nous restons ensemble dans le même dispositif stratégique au niveau mondial. Très bien. Nous n'appartenons pas au bloc, à l'autre bloc, au bloc de l'ex. Ce n'est pas notre choix. Notre choix, c'est le bloc de l'Ouest. Ça c'est intéressant ce que vous dites parce qu'on entend souvent aussi, oui, candidat de la France, candidat de l'Occident. Et quand lui-même il dit, ceux qui viennent dans mon bureau, je leur montre un petit mot que le président Barack Obama m'a écrit, que cherche-t-il? Pourquoi on a l'impression qu'il veut, se légitimer au niveau du monde occidental il cherche à impressionner qui concrètement? Sincèrement, monsieur le député. Non, je voulais vous dire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille au-delà des anecdotes. La question que vous posez est une question très sérieuse. Mais oui, justement, c'est pour ça que je réponds à ces propos. Personne ne peut taxer M. Thiam et l'ensemble de son équipe et le PDCRDA de vouloir aujourd'hui être à la solde de telle ou telle nation. Non. La France est un pays, est un grand pays, une grande nation, je répète, qui est notre ami. Et avec laquelle nous allons allons construire une nouvelle relation gagnant-gagnant, une relation où on se respecte mutuellement. Écoutez, on a les hommes et les femmes qu'il faut, qui sont du même niveau que ceux qui dirigent la France. Pourquoi voulez-vous que ce soit ceux-là qui nous conduisent? Nous ne sommes pas capables de nous conduire nous-mêmes. M. Thiam, il est diplômé de l'école polytechnique. Autour de lui, il y en a d'autres. Diplômé des plus grandes écoles de France. Non mais, vous m'avez compris? Oui, mais sur ces propos,
Il cherche à impressionner qui concrètement, monsieur le député? Non, non, il n'y a pas... Moi, je ne donne aucune importance aux gens, aux commentaires autour de ce sujet. Ce sont des anecdotes autour desquelles, bon, il ne faut pas... C'est pas ça qui est important aujourd'hui. Mais quand on voit le vent de souverainisme qui souffle un peu en Afrique, quand on voit un candidat qui est obligé de scander, d'aller chercher des références occidentales, ça ne passe pas bien. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un peu en décalage. Non. Mais vous avez aussi des gens, mais attendez, si vous voulez, on veut prendre ce chemin, vous avez aussi des gens chez vous, chez nous, qui vont dire oui, voilà, qui vont se faire prendre par la main par Macron et qui s'en réjouissent, etc. Hein? Mais ici, c'est juste pour passer un petit message sympathique. Là où vous allez, là, nous aussi, on sait aller là-bas. Hein, monsieur Bouy? C'est votre interprétation. Hein? Ok. Non, mais c'est votre interprétation. Et peut-être même on connaît plus de gens que vous là-bas. Très bien, les lecteurs apprécieront. Le samedi 25 janvier dernier, Jean-Louis Billon, depuis Kofi Koro, déclare: j'ai décidé, et je le dis afin que vous l'entendiez de ma bouche, Jean-Louis Billon est candidat à l'élection présidentielle. Est-ce qu'il vous fait vibrer, Jean-Louis Billon? Comme vous l'entendez, il vous inspire quoi? Écoutez, moi, j'ai un problème très simple. J'ai un problème devant l'incohérence, si vous voulez, de la tenue de M. Billon. Ah ouais, là, il était clair. M. Billon, non, pour moi, elle est ambiguë. Ah, dites-moi. Elle est ambiguë. M. Billon, il est cadre du PDCI-RDR. Il est délégué de Dabakala. Il est député, membre du groupe parlementaire PDCI-RDR à l'Assemblée nationale. Il a occupé d'autres fonctions. Secrétaire exécutif, chargé du secteur privé. Quand on est membre d'un parti, le parti, il a des règles. Bon, un cadre de son rang, de manière cohérente, ne peut pas tenir l'attitude qu'il tient aujourd'hui. Parce que quand on est dans un parti, il y a une discipline dans le parti. On ne peut pas mener des activités parallèles en criant partout où on passe qu'on est candidat. On est candidat, mais la candidature, il y a des règles à l'intérieur du parti. On la dépose régulièrement et elle suit sa route. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous dis, moi je suis un peu perdu dans son cheminement et dans sa démarche. Qui est complètement incohérente. Il siège au sein de votre groupe politique, on est d'accord, il est toujours membre, il est député PDCI-RDA. Oui, mais quand on est membre, on se plie à la discipline de son parti. Oui, justement, ça c'est le parti, mais au sein de votre groupe... Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un qui est membre d'un parti politique... On a le droit d'avoir aussi une opinion divergente. Non. C'est la politique. Alors, oui, mais la démocratie, surtout pour quelqu'un qui est député, elle s'applique à l'intérieur de son parti. Il y a des espaces pour s'exprimer. On a eu un congrès à Yamoussoukro. M. Billon, qui est quelqu'un que je respecte beaucoup, qui est un député aussi que je respecte beaucoup, mais il aurait pu, au congrès, s'exprimer, demander la parole et la prendre. Il n'a pas pris. Il ne voulait pas être président du PDCI-RDA. Non, mais même quand on ne veut pas être président, on a la liberté d'intervenir, de donner son point de vue sur tous les sujets. Il ne l'a pas fait au congrès. Écoutez, je vais saisir l'occasion de votre micro pour dire, au congrès de Yamoussoukro, du 22 décembre, M. Billon était juste assis devant moi. Il a participé au vote d'une résolution qui a désigné M. Thiam comme étant le candidat du parti à la prochaine convention. Il avait tout loisir de lever la main et de dire, écoutez, je ne suis pas d'accord avec cette résolution. M. Billon, qui était frère, il sort du parti et c'est à l'extérieur qu'il fait ce genre de déclaration. Est-ce que vous trouvez ça cohérent? Est-ce que vous trouvez ça cohérent? Non. Il n'exclut pas de participer à la convention qui aura lieu à l'issue. Si, il le dit. J'ai toujours dit une chose très simple. Si la convention est organisée de manière transparente et incontestable, alors oui. Mais si elle est attachée d'irrégularité, je me réserve toutes les options. Donc il est encore dans les rangs. Monsieur Bouy, je vous parle simplement de cohérence. Quand on dit qu'on est démocrate, on s'exprime à l'intérieur de son parti. Et puis en plus, il a eu des entretiens avec le président du parti. Il aurait pu saisir l'occasion de ces entretiens pour poser tous les problèmes qu'il pose. Après, on n'était pas aussi dans le secret des dieux, donc c'est pas ce qu'ils se sont dit. Ce n'est pas à l'extérieur. Ce n'est pas à l'extérieur, sur les plateaux de télévision, que vous posez les problèmes de votre famille politique. Parce que là, on peut se poser la question de savoir quelle est votre volonté réelle? Qu'est-ce que vous visez comme objectif? Parce que nous, au PDCI, les cadres du PDCI, nous avons un objectif clair. C'est de reprendre le pouvoir en 2025 pour la Côte d'Ivoire, pour servir notre pays, qui a subi 25 ans de souffrance et pour lequel nous voulons nous mobiliser autour
notre candidat pour gagner et pour transformer ce pays. Alors, M. Billon, il est dans ce projet avec nous ou il n'y est pas? Mais si, mais il veut lui porter les couleurs de son parti. Non, je pose la question. Est-ce qu'il est dans ce projet avec nous? Répondre. Non, mais attendez, c'est tout ce que je sais, c'est qu'il veut porter les couleurs de son parti. Non, je suis d'accord avec vous. Oui. S'il est dans ce projet avec nous, en ce moment-là, il reste à l'intérieur de son parti. La démocratie s'exprime à l'intérieur du parti. Et il n'y a personne à l'intérieur du PDCI qui va l'empêcher. Monsieur le député, c'est pas la dictature. Vous parlez de démocratie, donc on a le droit d'avoir des opinions divergentes. Mais pas à l'extérieur. À l'extérieur, il s'exprime dans les médias. Pas sur le droit. Non, on n'a pas le droit. On a le droit, on a la liberté, mais on n'a pas la liberté de tout. On n'a pas la liberté d'aller vilipender son propre parti à l'extérieur. On n'a pas le droit de dire des mots désobligeants. C'est pas la première fois que ça arrive. Non, il y a d'autres familles politiques aussi. Il y a eu des... Oui, mais ce n'est pas la première fois. Mais tout le monde n'est pas M. Billon quand même. D'accord? Donc tout le monde n'est pas M. Billon. Et quand M. Billon tient cette attitude-là, on est quand même en droit de s'inquiéter. On va parler des élections présidentielles parce qu'on est pris par le temps. Votre parti demande une RLE, qui est la révision de la liste électorale. Cette année-là, une demande qui a fait l'objet d'une fin de non-recevoir de la part du président de la CEI. Il affirme, je cite, « La loi dit qu'elle doit être réalisée chaque année, donc elle peut aussi se faire après les élections. » Non. C'est la loi qui le dit. Monsieur B, vous me connaissez maintenant. Je sais très bien, on se connaît très bien. Moi, devant ce genre de questions, je pose toujours la question... Alors, on a le temps pour en parler. Je pose toujours le problème de la responsabilité. Oui. Un responsable ne peut pas tenir ce genre de propos. Non, mais vraiment. Monsieur Kubert, par rapport à moi, qui est un jeune cadre, d'un bon niveau, je suis peiné de l'entendre tenir ce genre de propos. Mais il n'y a qu'à prendre l'historique des RLE. C'est vrai, on n'a pas respecté la loi en ne faisant pas régulièrement les RLE. Je confirme, c'est vrai. Vous confirmez? Oui, on n'a pas respecté la loi. Je vous confirme ça. Deuxièmement, nous sommes en deçà des standards, on va dire, sous-régionaux. Vous avez le Ghana qui a 32 millions d'habitants et qui a 17 millions d'électeurs, dans les 50%. Vous avez le Sénégal, qui a à peu près, je crois, 17 millions en population, 18 millions, je ne sais pas quelle poussière, et qui a 12 millions d'électeurs. Bien. Le Ghana à côté, autour de 40%. 17 millions et 12 millions. Non, 30 millions comme nous, 30 millions comme nous, et 12 millions d'électeurs. Donc nous disons simplement qu'il faut rattraper la moyenne pour avoir une expression qui soit démocratique sur le plan électoral, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous avez moins de 10% de la population qui vote un président de la République ou un député. Non, je suis le député. Je finis, non, oui, allez-y. Je finis parce que c'est important. Très bien. Vous allez gérer ça. Ouais. Mais je vous dis, c'est pas normal. Donc cette RLE qui a eu lieu l'année dernière... Il y a eu 5 RLE depuis 2010. Oui. 5. Non, la RLE qu'on vient de finir, elle a produit des résultats nettement meilleurs que ceux qu'on a eu par le passé. Il y a eu un petit sursaut quand même. On dit quoi 1,6 million de nouveaux électeurs. Elle a eu un nouveau sursaut parce que les Ivoiriens et les Ivoiriennes veulent s'inscrire sur la liste électorale. Donc nous, notre démarche, simplement, c'est de dire, mais poursuivons. Rien ne nous empêche de poursuivre. En 2020, on a fait la RLE quand? De 10 juin au 24 juin. On a fait les élections en octobre. Enfin, on a fait les élections. Les élections en Yémé ont eu lieu en octobre. Il y a des élections. D'accord? Bon. Donc, on est capable de reconduire la même démarche. Alors, donc, vous comprenez pourquoi je dis, bon, de la part d'un cadre de ce niveau-là, avocat, enfin, de son rang, c'est quand même un peu... Moi, je suis d'accord avec vous, monsieur le député. C'est vrai que c'est une irrégularité. Mais moi, là où ça me fait un peu rigoler, c'est que depuis 2010, il y a eu 5 révisions. Oui. Sachant que la loi dit que cela doit se faire chaque année. Oui. Ça ne vous gênait pas, lorsque vous étiez en responsabilité avec eux, de ne pas faire de RLE? Écoutez, je vais vous dire quelque chose de choquant. Hein. Dans la vie, il faut changer. Il faut savoir changer. Parce que le changement, ça fait du bien. Peut-être par le passé, on ne l'a pas fait. Mais là, aujourd'hui, nous disons que c'est important. Parce que c'est important, parce qu'il s'agit de la démocratie. Et peut-être parce qu'il y a rupture aujourd'hui des deux camps. Hein? Peut-être parce qu'il y a rupture entre votre famille politique et le RHGP. C'est peut-être ça aujourd'hui. Rupture, je vous dis,
que dans la vie, il faut savoir accepter le changement. Parce que si la loi était restée dès le départ, sûrement, il n'y aurait pas eu ces précédents. Je vous le concède. Voilà. Aujourd'hui, nous voulons le changement. Avec Tidjane Thiam, nous voulons le changement. Et on espère qu'il sera entendu. Vos députés ont rencontré hier les députés du PPACI. Quel était l'objectif de cette rencontre-là? Alors là, c'est une initiative, je vais vous dire, d'abord que j'ai soutenue, que le président du parti, le président Cheikh Tidjane Thiam, a soutenue. C'est une initiative des jeunes députés qui sont venus me voir pour me dire, président, nous sommes pour un rassemblement. Vous voulez, avec le président Thiam, le rassemblement, mais écoutez, nous, on va vous dévancer, puisque nous voulons que nos deux partis politiques, le PPACI et le PDCI, se retrouvent pour pouvoir faire avancer ce pays et en tout cas préparer ensemble les prochaines élections. Voilà la liste des points que nous voulons aborder avec nos collègues et moi, nous voulons votre soutien. Donc, j'ai apporté le soutien. C'est une excellente chose. Vous avez écouté la déclaration qu'ils ont faite. C'est une déclaration qui va dans le sens d'un rapprochement entre nos deux partis. C'est une déclaration qui va dans le sens de faire en sorte que les prochaines élections soient des élections transparentes, inclusives et démocratiques pour notre pays, va dans le sens de la participation du président Laurent Gbagbo aux prochaines élections, etc. Donc voilà, c'est une initiative extrêmement positive que nous soutenons, qui est soutenue aussi par le président du parti. Oui, parlant de la réinscription du président Gbagbo, c'est qu'il faut cette fameuse loi d'amnistie qui est tant demandée. Elle peut être soit venue de la part du gouvernement via un projet ou même de la part de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous réfléchissez à une initiative, à une proposition de loi au niveau des députés? Alors, écoutez, j'ai saisi l'occasion de votre micro pour vous parler de proposition de loi. Nous avons, pour le groupe parlementaire PDC, 2 propositions de loi. Okay. Une sur la CEI et une sur la réforme de la CEI et une sur la loi électorale. Et puis ensuite, vous parlez de la question du président Laurent Gbagbo. Mais toutes ces questions-là, vous allez aujourd'hui à l'Assemblée nationale, où vous avez, du fait du mauvais découpage électoral, un déséquilibre complètement aberrant. Bien. Vous introduisez une loi, et une proposition de loi, et vous attendez quoi? Vous attendez qu'elle soit votée? Il y a le compromis qui existe, hein, c'est ça le jeu parlementaire. Alors, le compromis existe, et nous avons trouvé un endroit qui existait déjà, qu'il faut exploiter, c'est le dialogue politique. C'est le meilleur cadre. Et nous insistons parce que ce dialogue politique est important. Il va nous permettre de définir de manière consensuelle tous les points, y compris Laurent Gbagbo, Soro Guillaume, la loi électorale, la révision de la CEI. Chacun dans la vie a des intentions. Mais on peut trouver ensemble un consensus avec des limites qui conviennent, qui sont bonnes pour la paix pour notre pays. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc le meilleur cadre, oui, nous allons introduire nos textes, mais en même temps, en parallèle, nous disons dialogue inclusif. Et le dialogue inclusif, il est appelé par tout le monde. Il est appelé par l'Union européenne, il est appelé par l'ONU, il est appelé par les partis politiques qui sont réunis, vous vous souvenez, au mois d'août, et tout. Il est appelé par tout le monde. Et aujourd'hui, je saisis encore l'occasion de votre micro pour lancer toujours, comme je le fais, un appel au président de la République. C'est maintenant le temps de la paix, de la vraie paix. Pas celle qu'on dit au bout des lèvres, hein, mais celle qui se construit avec l'ensemble des Ivoiriens, parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Un président qui n'exclut pas de se représenter pour un 4e mandat pour certains ou pour un 2e mandat de la Troisième République pour d'autres. Ça vous inspire quoi, tout ça? Là aussi, j'aurais dit des choses que j'ai déjà dites ici. Dans la vie, chacun est libre de ses choix. M. Ouattara est libre de ses choix. Sauf que, devant l'histoire, on retiendra qu'il a forcé un 3e mandat qui est illégal. On retiendra aussi devant l'histoire qu'il a voulu à un moment donné encore faire un forcing avec un 4e mandat. Il lui appartient d'intégrer et de bien comprendre que quel héritage veut-il laisser à la Côte d'Ivoire? Enfin, 3e mandat qu'il a pu exercer sous une constitution votée en 2016, hein, avec une majorité RHGP au grand complet. Monsieur Béhi, je vous pose sincèrement la question. Quel héritage M. Ouattara veut laisser à la Côte d'Ivoire? C'est lui qui peut le dire. Hein. 2020, avec les têtes avec lesquelles on a joué au ballon, c'est ça son héritage? Il veut un remake en 2025? Et c'est ça l'héritage qu'il veut laisser? Moi, je me mets à sa place. Chaque être humain a la volonté de faire, d'apporter sa valeur ajoutée.
il a apporté sa part. On peut la juger comme on veut. Moi, j'ai mon point de vue là-dessus. Mais j'estime que c'est le moment de sortir par la grande porte. Et pour sortir de la grande porte, pas de 4e mandat, dialogue politique pour définir les bases d'une élection crédible, transparente pour tous, pour qu'il puisse sortir la tête haute pour lui-même et pour l'histoire. Quelles sont les relations aujourd'hui entre le président Gbagbo et Tidiane? C'est à mon avis un peu des petits coups là, des petits mots qui ont fusé de parmi qui a été opposé. Est-ce que ça va bien entre les deux? Ils vont se rencontrer bientôt? Non, je crois qu'il faut. Écoutez, moi j'aime bien m'appuyer sur l'histoire. Dites-moi. Le président Bédié et le président Gbagbo. Et les véritables opposants, c'est clair. C'est très clair. Oui. Bon, ils se sont rencontrés le 11 août 2021. C'était une rencontre historique pour la Côte d'Ivoire. Enfin, c'est pas la première fois que deux opposants se rencontrent en Côte d'Ivoire aussi. Hein. Bon. Non, mais non, donc il n'y a aucun souci. Les Ivoiriens veulent se retrouver, M. Gbei. Les Ivoiriens veulent se retrouver. Donc ça va bien entre les deux. Ils s'appellent un peu? Écoutez, je ne suis pas dans le secret des deux. Ce que je peux vous dire, c'est que les Ivoiriens veulent se retrouver. Et pour la Côte d'Ivoire. C'est pour la Côte d'Ivoire. Pas pour moi, pas pour Pierre-Paul Jacques, mais pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes capables de nous asseoir et de trouver les leviers pour construire cette Côte d'Ivoire à laquelle nous rêvons tous. Une Côte d'Ivoire fraternelle, unie, prospère, dans laquelle la richesse, elle est partagée par tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes d'où qu'ils viennent. C'est de ça qu'il s'agit. Et pour ça, chacun doit faire sa part, faire les sacrifices. Le président Ouattara, le président Gbagbo, qui sort de prison, 10 années de douleur. Le président Thiam qui vient d'arriver, qui est plus jeune, doit aussi apporter sa contribution. Et c'est ensemble qu'on va reconstruire cette nation. C'est de cela qu'il s'agit. Merci beaucoup, monsieur le député. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci à Robert Clicquot de MEC à la réalisation. Portez-vous bien. Bonne soirée. Et rendez-vous demain pour notre émission spéciale sur la situation à l'est du Congo.